nouvel attentat à Paris, un diplomate turc assassiné. Avortements illégaux, très lourde peine pour les médecins de la Pergola. 3 ministres quittent le gouvernement pour aider le chef de l'État dans sa campagne. Jacques Chirac à France Inter, rendre l'espoir à la France, même au prix de la défaite du président. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un journal un petit peu plus court qu'à l'habitude. Nous confierons quelques précieuses minutes au service des sports pour le match Saint-Étienne-Ipswich Town, c'est-à-dire tout de suite après la fin de ce journal. Et à la fin de ce journal également, je donnerai le résultat d'un match qui commence à l'instant, à la seconde même, le match Sochaux contre les Grasshoppers de Zurich. Le coup d'envoi vient d'être juste donné. Alors en attendant, passons l'actualité en revue et commençons tout de suite par ce nouvel attentat contre des diplomates turcs à Paris. En 5 ans, 3 d'entre eux sont morts sous les balles d'une organisation clandestine arménienne. Aujourd'hui, 2 tueurs ont abattu un membre de l'ambassade turque à Paris. Ils ont grièvement blessé un second. Les tenants et les aboutissants avec François Cornet et Patrice Pellet. 13h, à 2 pas de la Bastille, 2 hommes âgés de 34 et 37 ans ont été foudroyés un quart d'heure plus tôt par plusieurs balles de 7,65 et de 9 mm. Reza Moralli, conseiller à l'ambassade de Turquie, et son adjoint, Tetchelli Hari, venaient de quitter leur bureau et s'apprêtaient à monter en voiture. Leurs tueurs les attendaient depuis une dizaine de minutes. Ils ont ouvert le feu avant de disparaître dans les petites rues du quartier. Ils étaient âgés, disent les témoins, d'une trentaine d'années. L'alerte est donnée, les policiers arrivent sur les lieux. À leur tête, le commissaire Leclerc, chef de la brigade criminelle, va prendre la direction de cette enquête. Il y a un mort, un blessé grave et puis un rescapé. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Et plusieurs armes ont été utilisées. Après audition et investigation, les enquêteurs ont acquis la certitude que cet attentat, revendiqué en début d'après-midi par l'Azala, l'armée secrète de libération de l'Arménie, avait été minutieusement préparé et accompli avec un parfait sang-froid. Les terroristes connaissaient leur cible, ils devaient tuer 3 Turcs, l'un d'eux a réussi à fuir le tir des 2 exécuteurs. Le diplomate abattu était en France depuis 12 ans, marié à une Française, il était père de 3 enfants. Le deuxième a été hospitalisé en début d'après-midi au Val-de-Grâce, où son état est jugé ce soir désespéré. Depuis 1973, il y a eu une vingtaine d'attentats dans le monde entier contre le personnel diplomatique turc. À Paris, le 24 octobre 1975, l'ambassadeur de Turquie et son chauffeur ont été tués sur le pont de Bir Hakeim. Le 22 décembre 1979, le conseiller du tourisme turc est tué sur les Champs-Élysées, le voici. Le 26 octobre 1980, le conseiller de presse de l'ambassade de Turquie est grièvement blessé. La haine des Arméniens contre les Turcs remonte très loin dans l'histoire, jusqu'au XIe siècle. Mais ce sentiment a atteint son paroxysme en 1915, lorsque les Turcs ont exterminé plus d'1 million d'Arméniens. Pourquoi ce génocide? L'Arménie était une nation chrétienne, évangélisée depuis le IVe siècle. Conquis par les Turcs, les Arméniens chrétiens ont été encerclés par le monde musulman. Au cours de la Première Guerre mondiale, la Turquie, alliée de l'Allemagne impériale, craignit d'être obligée d'accepter la restauration d'une nation arménienne. Aussi décida-t-elle d'une solution finale pour un problème ethnique gênant, à savoir le massacre de tous les Arméniens. Ce qu'aujourd'hui les Arméniens cherchent à obtenir à coup d'attentat, c'est que les Nations Unies reconnaissent officiellement que l'Arménie a été victime d'un génocide dont la Turquie est responsable, reconnaissance qui ouvre le droit à une certaine forme de réparation. Jacques Fauvet, le directeur du Monde, a lui échappé à un attentat. Il a reçu hier soir un colis piégé. En l'ouvrant, il a découvert des fils électriques. Il a aussitôt déposé le paquet sur son balcon et il a prévenu les artificiers qui ont pu intervenir à temps. Épilogue judiciaire de l'affaire de la clinique de la Pergola. Aujourd'hui, la 16e chambre correctionnelle de Paris a sévèrement condamné les 8 médecins de cet établissement poursuivis pour avortements illégaux. Ils pratiquaient ce que l'on appelle pudiquement des IVG au-delà du délai fixé par la loi de 10 semaines. Et ils faisaient dans certains cas payer très cher leurs services, ainsi que l'ont confirmé les magistrats. Paul Lefebvre. Le président Jacquet, le président de la 16e chambre correctionnelle, a frappé fort, en particulier les 3 principaux inculpés. Le docteur Aimé Marchand, le directeur de la clinique, 6 ans de prison, 6 millions de centimes d'amende et une radiation à vie. Le docteur André Gilliou, le chirurgien, 5 ans de prison, 10 millions de centimes d'amende et également une radiation à vie.
Enfin, le docteur Jacques Mazera, le rabatteur en quelque sorte, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, une amende de 6 millions de centimes et 5 ans d'interdiction de pratiquer la médecine. Un jugement accueilli par les protestations d'une partie de la salle. À noter que l'ordre des médecins, qui s'était porté partie civile, s'est vu débouter, les magistrats disant l'ordre n'a pas à se présenter comme victime, son rôle est justement de veiller à ce que des agissements de ce genre ne se produisent pas. Les magistrats de la 16e chambre correctionnelle, et c'était leur droit strict, n'ont fait aucune allusion aux problèmes soulevés par l'application de la loi Veil et qui avaient été au centre des débats, et n'ont retenu que l'aspect financier abusif et les responsabilités médicales de l'équipe de la Pergola. Alors ce jugement est un coup de semonce aux médecins commerçants, mais il ne résout pas le problème des médecins soumis quotidiennement à la pression de la misère et du désarroi des femmes. La réflexion du magistrat sur la femme prisonnière de la loi sera peut-être livrée par la cour d'appel plus tard. Mark Fredriksson, le chef de la FAN, cette organisation d'extrême droite dissoute, a vu sa peine réduite en appel, il n'ira donc pas en prison. Et puis une requête en révision, c'est une procédure assez rare, présentée en faveur d'un détenu condamné en 69 à 15 ans de réclusion criminelle. Cet homme s'appelle Roger Knobelpis et Claude Sérion vous raconte son histoire. Cette lettre est exceptionnelle. Elle est signée par le magistrat qui réclama et obtint la condamnation de Roger Knobelpis. J'ai adressé moi-même au ministère votre demande de révision avec un avis favorable, écrit notamment le procureur Jacques Monteil, aujourd'hui en poste à Rouen. Étonnante sincérité tardive d'un magistrat pris de doute devant les incohérences et les vides du dossier d'accusation. Les faits reprochés datent de mai 69. Près d'Évreux, un pompiste est attaqué, 800 francs sont dérobés, les 2 auteurs de l'agression s'enfuient. Les gendarmes arrêtent un premier homme qui avoue, puis dénonce Roger Knobelpis. Celui-ci a le profil idéal du suspect. À 21 ans, il a déjà été condamné. Il est déserteur, on le recherche. Roger Knobelpis vient d'une cité de transit, aujourd'hui rasée, disparue, face à cette église d'Elbeuf. Son père était ramoneur, ils étaient 9 à habiter un baraquement au centre de cette ville ouvrière. On arrête Roger Knobelpis. Celui-ci se dit innocent, présente un alibi. Ses frères et sœurs le confirment, on ne les croit pas. Déjà dans la presse régionale, à l'époque, il est le coupable. Pendant son emprisonnement, à Beaumont-le-Roger, en Seine-Maritime, l'un de ses frères est tué alors qu'il cambriolait un commerçant. Ce dernier, qui a tiré, n'est pas poursuivi. Désormais, c'est toute la famille de Knobelpis qui devient suspecte. Tant pis si les preuves ou les aveux font défaut, Roger Knobelpis est ainsi victime de ses antécédents et de sa mauvaise réputation. Un peu moins de 3 ans après les faits, au mois de mars 1972, Roger Knobelpis comparaît ici devant les jurés de la cour d'assises d'Évreux. Son avocat avait préféré la cour d'assises plutôt que la correctionnelle où pourtant il risquait moins d'années de prison. Les jurés d'Évreux revinrent avec un verdict de culpabilité et 15 années de réclusion criminelle. 12 ans d'emprisonnement, une quinzaine de prisons en France, des révoltes, une cavale, c'est beaucoup pour un homme de 33 ans. C'est chèrement payer un vol de 800 francs qu'il n'a sans doute pas commis. L'affaire de Montigny-les-Cormeilles, Choukri Benachour, l'un des fils de la famille algérienne à l'origine de la dénonciation, inculpé de trafic de stupéfiants et d'usurpation d'identité. L'enlèvement du footballeur du FC Barcelone Queenie, la piste politique semble abandonnée, il s'agirait de truands et le club aurait pris un premier contact avec eux pour une éventuelle rançon. Sur place à Barcelone, Pierre Fauque. Au pied de l'immeuble du joueur vedette du Football Club de Barcelone, c'est toujours l'attente pour les curieux, les admirateurs, la presse et la police. Si officiellement il n'y a rien de nouveau, en coulisses les contacts se nouent avec les ravisseurs, ce que nous confirmait il y a quelques instants l'entraîneur de l'équipe barcelonaise. Il y a des pourparlers. Moi, j'ai confiance que peut-être ça va s'arranger. Ils ont demandé $1 million environ à leur donner et les discussions suivent leur cours. Il est possible que d'ici jeudi, ils soient libérés. Mais dans quel état sera-t-il? Moi, je continue les entraînements. Mais pour le moment, l'équipe de force dit que ça va, mais on n'est pas mentalement centré sur le match, plutôt sur ce joueur. Et il y a des pourparlers en ce moment entre qui et qui? Entre nos dirigeants et ces messieurs, si on peut dire. Il y a des discussions, comment va être fait le paiement, et comme le club est disposé à payer. Donc ça doit pouvoir s'arranger. Pour l'instant, vous pensez à une organisation du milieu espagnol ou d'ailleurs, ou bien à une organisation politique comme on l'a prétendu au début? Non, politique non. Politique, on est sûr que non, puisqu'il y a des demandes d'argent et d'après les conversations, on sent que c'est des gens d'ici, du milieu et d'ici, d'Espagne, pas de l'étranger. Parce que
une organisation étrangère aurait demandé le paiement en Suisse ou ailleurs, n'est-ce pas, tandis qu'ils demandent le paiement ici, et qui peut être d'ailleurs fatal pour eux. Ici, le sentiment d'un enlèvement crapuleux se confirme pour tout le monde, supporters ou hommes de la rue. Le football est un sport national en Espagne et chacun se sent concerné. Les personnels de l'éducation spécialisée ont manifesté aujourd'hui à l'initiative de la CGT à Paris contre les fermetures d'établissements dans leur secteur. Et puis ce matin, en Conseil des ministres, Monique Pelletier a fait le point de la lutte contre la drogue et elle a répété ses 3 objectifs. Ferme répression du trafic, possibilité pour tous les toxicomanes qui le souhaitent de se faire soigner, information et prévention adaptées aux différents publics concernés. Pour Monique Pelletier, ce devait être le dernier Conseil des ministres. Peu de temps après, en effet, elle démissionnait, tout comme Jean-François Degnaud et Jean-Philippe Lecas. Tous 3 s'occuperont en effet de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Paul Amar. Raymond Barre, Alice Saugné-Seïté et Michel Dornano vont avoir davantage de travail jusqu'au 10 mai, jusqu'au 2e tour de l'élection présidentielle. Le chef du gouvernement, le ministre des universités et celui du cadre de vie et de l'environnement vont en effet reprendre les attributions de Jean-François Degnaud, chargé des réformes administratives jusqu'à présent, de Jean-Philippe Lecas, culture et communication, et de Monique Pelletier, chargée de la famille et de la condition féminine. Si Madame Pelletier, messieurs Degnaud et Lecas quittent le gouvernement, démissionnent à partir de ce soir, c'est qu'ils vont jouer un rôle actif dans la campagne du candidat Giscard, et ce rôle sera bien sûr incompatible avec leurs fonctions ministérielles. Le président de la République a en effet demandé aux autres, à ceux qui restent, de s'occuper des intérêts de la France sans prendre de décisions qui anticipent sur le choix futur des Français, autrement dit sur le vote du 26 avril et du 10 mai. Mais la plupart des membres du gouvernement ne seront pas pour autant absents du débat politique qui va s'engager. Certains d'entre eux qui sont des élus y participeront, mais à titre individuel. C'est ce que le chef de l'État leur a demandé. Valéry Giscard d'Estaing qui se rendra demain à son PC de la rue de Marignan et qui a déjà commencé à envoyer une petite lettre aux électeurs. Paul Amar a évoqué les propos que le président a tenus ce matin devant ses ministres. Alors, dans un premier temps, on s'est d'abord tourné vers les ministres RPR, menacés d'exclusion de fait par leur parti, s'ils soutenaient Valéry Giscard d'Estaing et non Jacques Chirac. 8 l'ont quand même fait. Le dernier en date est Jean Matteoli, le ministre du Travail, qui donc a pris la même position que Jacques Limouzy, qui s'occupe des relations avec le Parlement. Ces élections sont une affaire personnelle entre chaque Français, chaque Française et le candidat qu'ils ont choisi. Par conséquent, je suis un homme politique, comme mes collègues d'ailleurs du gouvernement, et par conséquent, c'est une décision personnelle. Mais n'est-ce pas un manque de loyauté vis-à-vis de Jacques Chirac? Écoutez, c'est quand même le président de votre mouvement. Écoutez, posez-vous la question inverse. Et si j'avais fait le contraire, que seriez-vous en train de me dire en ce moment? M'auriez dit, est-ce que ce n'est pas déloyal à l'égard du gouvernement, du président de la République qui se représente? Alors, je vous dis, j'en reviens, le fond des institutions tel que je le comprends est celui-là. Lorsqu'on est dans un gouvernement, et lorsqu'on y a été pendant 3 ans, comme je l'ai été personnellement, eh bien, on ne se désolidarise pas de lui, n'est-ce pas, au dernier moment. Par conséquent, le problème de loyauté, il est d'abord au niveau de l'État. Voilà comment je le conçois. Jacques Chirac, invité aujourd'hui de l'émission de France Inter Face au public, n'a pas voulu commenter la candidature de Valéry Giscard d'Estaing. Pour lui, l'essentiel, le seul adversaire, c'est le chômage. Mais il a eu cette petite phrase qui sera sans doute diversement interprétée. Je n'espère rien et je n'ai rien entre les mains d'autres que ma conviction. Que l'on peut rendre à ce pays la confiance et l'espoir. Qui peut se traduire par la défaite du président de la République. Que l'on peut rendre à ce pays la confiance et l'espoir. Si l'on peut rendre à ce pays la confiance et l'espoir, fût-ce au prix de la défaite du président de la République, c'est l'intérêt de la France qui m'importe et non pas l'intérêt de tel ou tel homme, y compris le mien. Et Jacques Chirac de répéter qu'il ne cherchait la défaite de personne. Philippe Sauzet, préfet de la Sarthe, placé en position de disponibilité pour faire la campagne du candidat Giscard d'Estaing. Et puis toujours en Conseil des ministres, un nouveau vice-président du Conseil d'État, Marc Barbet, succède à Christian Chavanon. Du côté des sondages, le dernier d'entre eux est celui de Paris Match. Au second tour, Giscard 52, Mitterrand 48. Au premier tour, les 4 grands candidats perdent des points, sauf Georges Marchais, qui en gagne 1. Georges Marchais, qui aujourd'hui, dans le Languedoc-Roussillon, s'est prononcé pour un véritable pouvoir régional.
Quant au socialiste Laurent Fabius, il vient de faire savoir que la condition dans lesquelles le président de la République avait entamé sa campagne était déplorable. Il dit notamment que le président a fait envoyer au préfet un certain nombre de brochures destinées à informer les Français sur le bilan de son septennat. Or, ces brochures, dit le PS, sont financées et éditées sur fonds publics, c'est-à-dire par l'argent des contribuables. À l'étranger, maintenant, une rencontre au sommet à Moscou, en ce moment, entre le Polonais Kania et Leonid Brejnev, donc tout de suite après le congrès du PC. En revanche, il semble qu'un sommet Reagan-Brejnev reste assez hypothétique. Ronald Reagan, qui s'est exprimé hier sur la CBS, n'a pas semblé pressé de rencontrer le président soviétique. Ronald Reagan a par ailleurs précisé qu'il n'enverrait pas de troupes de combat au Salvador. Les relations Tokyo-Paris, relations économiques examinées au cours d'un conseil interministériel à l'hôtel Matignon. Et puis, il n'y aura plus du tout de fioul dans 10 ans dans les HLM. Le fioul sera remplacé par le charbon ou la géothermie, des énergies dites de substitution qui permettront aux locataires de faire des économies sur les charges. La géothermie apparaît comme énergie la plus avancée. On n'aura pas compté cette semaine moins de 3 forages, par exemple en Île-de-France. Regardez bien ce reportage de Jean Pézieux, ça va jaillir. Nous sommes à Montgeron, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, où vient de jaillir à l'instant devant vous de l'eau chaude à environ 70 degrés. Cette eau est destinée à chauffer 2200 HLM que vous voyez derrière moi. On compte en France actuellement 15 000 logements HLM chauffés par la géothermie. Ils seront environ 50 000 à la fin de l'année. Économie attendue de l'ordre de 50 000 tonnes d'équivalent pétrole, ce qui fait au prix actuel du fioul une économie de l'ordre de 100 millions de francs. Hervé Rimbaud, vous êtes l'ingénieur, l'architecte chargé de cette opération. L'eau qui jaillit ici à 70 degrés ou plus, c'est une eau à une température assez élevée. Est-ce qu'on peut l'utiliser telle quelle pour chauffer? Non, elle cède ses calories auparavant à un échangeur. Et elle cède ses calories à un autre fluide qui est un autre réseau secondaire. L'économie qu'on peut en attendre, elle est de quel ordre? L'économie attendue sur cette opération est de 2400 têtes d'équivalent pétrole environ. Et pour les usagers, c'est une réduction de charge dès la première année. L'avenir de la géothermie maintenant? Alors l'avenir de la géothermie, c'est à l'horizon 85, 250 000 à 300 000 logements. Et pour les années 90, 800 000 logements environ. Sur les 45 forages en cours ou à venir, 41 sont en Île-de-France. Or, il y a d'autres régions favorables et très peuplées. Comme cette concentration géographique, certains regrettent le manque d'ambition des pouvoirs publics. 2 millions de logements en l'an 2000. C'est 10 millions de logements pour Haroun Tazieff, qui devraient être alors chauffés par la géothermie. Certes, le coût est élevé, 10 000 francs par logement, mais il est amorti rapidement, en 6 ans. La géothermie fournit par rapport aux autres énergies à peu près 11 millions de calories, de 10 à 11 millions de calories heure. Ça représente? Ça représente le tiers des besoins calorifiques dans cette chauffeuse. Pour la période de chauffe de 74-75, j'ai été augmentée de 50 francs. Et à partir de 76, au moment où on nous a mis la géothermie, je n'ai été augmentée que de 25 francs. Donc pour vous, dans les charges de chauffage, vous avez eu une différence? Ça représente à peu près la moitié de l'augmentation précédente. À l'office HLM de Creil, un nouveau forage portera bientôt à 5000, record de France, les logements chauffés par l'eau du sol. Géothermie, charbon, bois, les HLM sont en pointe pour remplacer le fioul par des énergies moins précaires. Elles visent même à le supprimer totalement dans 10 ans. Il reste aux promoteurs et propriétaires privés à les imiter, d'autant que des travaux comme la géothermie ne se paient qu'en francs français. Baisse du dollar aujourd'hui à Paris, 2% de moins, il revient à 5 francs tout juste. 3 morts dans l'incendie de Carvin cette nuit dans le Pas-de-Calais. Cela se passait dans un établissement où étaient entreposés des jouets en matière plastique et du linge de maison. Les salariés venaient de quitter l'entreprise, mais 2 directeurs et le frère de l'un d'entre eux étaient restés. Un geste touchant, tout à l'heure dans C'est la vie, le gagnant du loto, 10 millions de francs la semaine dernière, a remis un gros chèque de 400 000 francs à un organisme charitable, une fondation donc
destinés à aider différents organismes. Alors nous allons parler du loto cette semaine. Voici le tirage qui vient d'être effectué, le 6, le 10, le 19, le 26, le 34 et le 48 avec comme numéro complémentaire le 3. D'autres chiffres, ceux des pronostics de Pierrette Bresse pour demain. Dans le prix de Gascogne, elle a choisi donc le 18, le 8, le 7, le 15, le 5, le 9 et le 17. Le tiercé de Alain Gillot-Pétret, vous verrez, il a sa pochette jaune, donc ça veut dire que c'est bon signe. Oui, soleil, oui, mais il va falloir pour un jour seulement sortir les manteaux et les cache-nez, car le soleil sera froid. Regardez la carte pour demain. Sur l'ensemble de la France, après dissipation des brumes et brouillards matinaux, il y aura de belles éclaircies, surtout près des côtes de la Méditerranée, tandis qu'à l'ouest, par le sud-ouest, apparaîtront de lourds nuages noirs, beaucoup plus doux, qui donneront beaucoup de douceur au temps, avec des chutes de pluie. Ce temps pluvieux et nuageux se généralisera vendredi sur toute la France. Les températures prévues pour demain, elles seront très nettement en baisse au nord du pays, au centre et au sud. 0 au nord le matin, 7 l'après-midi, au centre idem 0, peut-être un petit peu moins même le matin, et 7 l'après-midi, au sud 5 degrés le matin, 11 degrés l'après-midi. Notre agenda maintenant, comme tous les jours, les heures de lever et de coucher du soleil, les heures civiles françaises, c'est-à-dire l'heure de tout le monde. Et demain c'est la Sainte Olivia, dont le symbole est un rameau d'olivier et qui en principe est synonyme de paix. Voilà une toute dernière nouvelle des exemplaires de l'hebdomadaire Minute bloqués aux messageries de la presse. Il s'agit de la censure d'un certain article, dit l'hebdomadaire qui proteste, bien entendu. Dans le guide Michelin qui vient de paraître, le guide Michelin 81, un nouveau 3 étoiles et un seul. Il s'agit de la Mer Blanc à Venasse, tout près de Bourg-en-Bresse et de Mâcon. Voilà, c'est Gérard Rolls qui vous informera en fin de programme vers 23h. Demain, Antenne de Midi recevra Michel Massenet, président de la Caisse nationale des monuments historiques. Et avant de vous remettre dans les mains du football, je vous dis tout de suite que par l'intermédiaire de mon cadreur qui a regardé Sochaux contre Grasshopper de Zurich, eh bien je sais que c'est 0-0 pour l'instant. Tout à l'heure donc, Saint-Étienne. Au revoir, à demain.